là, donc on va donc passer la parole à Marie-Émilie Forget, qui nous fait le plaisir de venir depuis Chambéry, où elle est maître de conférence, pour, comme je disais tout à l'heure, un peu changer de focale, c'est-à-dire qu'après avoir une entrée, on va dire, très centrée sur le fonctionnement des milieux physiques, et là, on va continuer ce travail de décryptage, cette fois-ci, suivant un angle peut-être davantage social. Merci Marie-Émilie. Voilà. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous proposer quelque chose. Effectivement, moi, je vais changer un petit peu de focale avec une approche qui est un petit peu centrée plus géographie humaine. Et quoique, on va y revenir pour essayer de vous montrer un petit peu sur le contexte un petit peu plus global. Dans ce changement global, il y a effectivement tout ce qui a trait à la nature, mais il y a aussi tout ce qui a trait au système de fonctionnement de nos sociétés. Et je vous propose de questionner cela à travers le prisme du nexus eau-énergie. Comment est-ce qu'on utilise une ressource naturelle qui est l'eau pour produire, stocker de l'énergie? Vous allez voir que, en fonction de où on se trouve sur la planète, on n'a pas forcément les mêmes ni intentions, ni les mêmes répercussions. Donc, pour commencer, je vous rappellerai, puisque vous êtes sans doute déjà au courant, qu'il y a une profonde interdépendance entre ces deux ressources que sont l'eau et l'énergie. Ça a été montré notamment dans le 5e rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau par les Nations Unies en 2014, qui montrait en fait qu'on avait une augmentation dans les deux cas, que les prélèvements en eau allaient augmenter en prévisionnel de 55% à l'horizon de 2050, et que la demande mondiale en électricité, elle, allait augmenter de 70% d'ici à 2035. Et les experts de ce panel considèrent qu'en 2035, 20% de la hausse des prélèvements en eau proviendra du secteur énergétique. Donc l'eau, dans le système énergétique, il est présent principalement sous 3 formes. J'en évoquerai que 2 aujourd'hui. L'eau pour la production d'électricité, l'hydroélectricité, on y reviendra. L'eau pour le stockage de l'énergie, alors ça peut être sans impact réel sur l'environnement, comme tout ce qui est géothermie, stockage des calories pour la chaleur. Mais on peut aussi avoir, et là avec des conséquences découplées, l'eau utilisée dans l'extraction de produits miniers pour fabriquer par exemple les batteries au lithium, et j'y reviendrai. Et puis le troisième élément que je n'aborderai pas ici, c'est l'eau pour maintenir des systèmes énergétiques, par exemple le refroidissement des centrales nucléaires ou des centrales thermiques, qui vont avoir des impacts environnementaux également. Alors, ce nexus, il est aussi important en termes de changement global, tout simplement puisque l'énergie, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est aussi un des leviers d'action dans les réductions du changement climatique, notamment des gaz à effet de serre. Donc avec notamment toutes les lois qui sortent et les orientations européennes sur la transition énergétique, qui vont promouvoir certains modes de développement, notamment tout ce qui est basé sur la mobilité électrique. Donc ça va avoir un certain nombre d'impacts. Et puis tout cela va être influencé aussi sur le changement climatique, notamment à travers l'altération des ressources en eau, l'altération du débit des cours d'eau, l'altération de la pluviométrie et le recul glaciaire. Alors assez rapidement, ça c'est une carte que je suis allée récupérer dans les rapports qui sont disponibles sur Internet, des panels des experts sur le changement climatique. Ça, c'est les prévisions de... Alors, je vais retrouver... Dans ma capture d'écran, j'avais ma petite flèche, mais là, je ne trouve pas ma petite flèche. C'est pas grave. Je vais le faire à l'ancienne. Moi, je vais vous présenter des espaces qui sont à cheval, principalement entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili, où les projections montrent que c'est principalement une baisse de la pluviométrie qui est à attendre avec les effets du changement climatique dans des environnements qui sont déjà arides à semi-arides, où les populations sont principalement dépendantes de l'irrigation pour la production alimentaire. Et puis, c'est souvent des populations assez rurales qui vont être affectées par un changement global qui est d'un autre type, qui est la mondialisation et l'implantation des activités extractives. Alors, j'étais un peu longue sur l'introduction.
Globalement, je vais m'interroger sur la durabilité de ces activités énergétiques fortes consommatrices en eau, avec deux temps dans ma présentation, les activités extractives et la construction territoriale, et tout ce qui va relever des conflits, des tensions, des négociations autour des ressources, notamment des ressources en eau. Ce qui m'amène à ma première partie, c'est très très scolaire. Alors, pour commencer dans cette première partie, revenir un petit peu sur ce que c'est que l'extractivisme, les activités extractives, qu'est-ce que c'est que le paradigme extractif qui aujourd'hui est assez bien implanté, qui répond au système capitaliste actuel. C'est quelque chose qui en Amérique latine est assez ancien. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont lu le livre d'Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, mais déjà en 1970, on commençait à critiquer ces systèmes d'exploitation de la nature. Donc c'est un système complexe d'exploitation industrielle de la nature en fonction de rapports de pouvoir, intensifiant une division mondialisée du travail qui a commencé à se forger il y a de cela un demi-siècle, voire plus, puisque dans le cas de l'Amérique latine, et c'est la petite image du milieu, ce type de système extractif existe depuis le XVe siècle avec Potosi, que je ne détaillerai pas, puisque c'est un exemple qui est assez bien connu. Ça va concerner des secteurs qui sont assez différents, le secteur minier, le secteur agricole. Vous avez tous entendu parler des grandes plantations de soja en Argentine, au Brésil. Et d'autant plus que depuis les années 90, où il y a eu une modification d'un certain nombre de lois, une ouverture à la mondialisation de manière très importante, on a des secteurs miniers, des secteurs agricoles extractifs qui sont devenus omnipotents, au moins dans le sud de l'Amérique latine. Et puis, ça va concerner les secteurs énergétiques, notamment tout ce qui est hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire gaz de schiste, pétrole de schiste, gaz et pétrole dans les sables bitumineux, l'hydroélectricité et le lithium. Alors, ce type d'implantation, ça va amener à de l'accumulation capitaliste par dépossession, en fait, des populations, des territoires locaux. Et donc, ça va engendrer un certain nombre de problèmes, notamment de problèmes de développement. Et là, je rebondis sur ce que disait Monique. On est dans des territoires aussi qui ont... dans lequel on a forcé un petit peu la vision de développement classique, c'est-à-dire produire de la croissance pour produire du développement, et donc la mise en place de discours en disant vous ne pouvez pas refuser ça puisque ça va générer des dividendes qui vont pouvoir être réinvestis sur le territoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça va aboutir à une exploitation sélective des ressources locales primaires en vue de la production de biens mondialisés. Alors un exemple... De 10 $ de bénéfices produits à la surface de la planète dans le système capitaliste, 3 sont issus du pétrole et de ses dérivés, pétrole conventionnel et non conventionnel, ce qui signifie que dans cette transition énergétique, refuser le système pétrolier, ça voudrait dire se priver de 30% de la manne financière qu'on accumule, ce qui signifie qu'on a aussi la mise en place de ce que certains appellent des passerelles vers la transition énergétique. Et ça va être une de mes études de cas, l'utilisation d'hydrocarbures non conventionnels qui sont présentés comme ça en Amérique latine en disant vous allez permettre, en produisant cela, de faire le pont entre l'utilisation d'énergie fossile classique et le développement d'énergies renouvelables et donc de la transition énergétique. On va aussi avoir une appropriation globale des espaces locaux, ce qui va poser un certain nombre de questions sur le développement territorial. Et là aussi, je rebondis sur ce que disait Monique dans sa présentation, le poids croissant de la Chine dans, justement, le financement d'infrastructures qu'aujourd'hui refuse de financer la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Et donc, on va avoir des conflictualités croissantes qui vont être différentes en fonction du type d'espace où s'implantent ces activités, de la complexité du jeu d'acteurs, mais aussi des négociations, des hybridations dans les logiques d'exploitation. Donc, ça pose clairement la question de la durabilité et de la croissance économique et du lien de l'un à l'autre. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de remettre cette citation que je trouve assez vrai, qui dit « Celui qui croit à la croissance exponentielle infinie dans un monde fini est soit fou, soit économiste ». Donc c'est un économiste qui le dit, il avait donc le droit de le dire.
Donc ça questionne aussi toute la financiarisation de l'économie, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors, très rapidement, pour montrer qu'au cœur de mes recherches, en fait, le politique et la politique est un petit peu central, puisque au cœur du politique, on va d'abord avoir le développement de discours qui vont j'ai perdu mon mot, qui vont permettre en fait le développement de certaines activités. Alors, principalement en Argentine et au Chili, ça va être des discours très globalisants sur les opportunités socio-économiques de ce type de développement, puisque ça va générer beaucoup de bénéfices. On a aussi toute une rhétorique sur le désert qui va se mettre en place. Les territoires dont je vous parle sont situés sur la cordillère des Andes. C'est des territoires qui sont peu peuplés, c'est des territoires qui sont assez peu développés de manière industrielle ou économiquement. C'est surtout des populations rurales. On a encore un grand nombre de communautés autochtones. Et donc, on va dire, l'idée, c'est que ces territoires, ils ne nous servent à rien, donc autant en faire quelque chose. C'est reprendre, en fait, l'idée d'une conquête du désert sur lequel on pourrait installer des activités plus ou moins nuisantes. Et puis, c'est toujours l'appel à l'idéologie du progrès en disant, si on arrive à avoir ce type d'activité, on va pouvoir décliner l'industrialisation et créer une chaîne de valeur qui va permettre le développement. Donc, on a une vraie vision éco-efficiente, alors éco, pas pour écologique, mais pour économique, c'est-à-dire qu'un territoire n'a de la valeur que s'il produit des devises financières. Des politiques publiques qui sont très importantes aussi, puisqu'elles vont prendre en compte à la fois l'environnement, la redistribution et l'équité des bénéfices, avec des problèmes également de corruption, et puis les infrastructures. Donc là, je vais passer assez vite sur le détail, parce que j'y reviendrai. Et tout ça, ça va s'inscrire en fait avec différents types de valeurs, c'est-à-dire le choix d'une société ou d'un modèle de développement. Ces valeurs, elles peuvent être des valeurs d'usage. Par exemple, les gens qui vont aller faire paître leur bétail sur des terres, on ne va pas forcément utiliser la ressource, mais on va l'utiliser dans la vie quotidienne pour des activités de subsistance. Ça n'a pas une valeur marchande, mais ça a une valeur d'usage, qui va venir se confronter justement avec cette valeur marchande, cette valeur extractiviste, où là, la ressource va prendre de la valeur en termes de capital, qui va venir se confronter elle-même à une valeur de legs ou une valeur patrimoniale. Alors ça, c'est ce qu'ont très bien compris aussi les Chinois, notamment pour les terres rares. Ils ont décrété qu'en fait, leurs ressources, ils allaient les mettre sous clé. C'est un legs pour la génération future, et quand il n'y en aura plus ailleurs, on les mettra en exploitation. Il y a d'autres visions qu'on peut faire rentrer là-dedans, comme la valeur patrimoniale, notamment chez les Mapuches, qui sont les communautés autochtones de ces endroits, qui disent ça, on aimerait le transmettre tel quel à la génération future. Donc, on a décidé de pas, c'est une sorte de réserve, de ne pas y toucher. Et enfin, la dernière valeur, qui est la valeur d'existence de ces écosystèmes, avec toute la branche de services écosystémiques, c'est-à-dire de services rendus à la population par le fait d'exister. Alors ça pose un certain nombre de questions sur les ressources. Est-ce que les ressources, c'est des biens marchands, notamment l'eau? Est-ce que c'est un bien commun? Ça va poser des questions de développement. Est-ce qu'il faut continuer dans le développement linéaire avec comme modèle de développement les pays dits développés? Ou est-ce qu'il faut passer à quelque chose au-delà de ce modèle linéaire, avec des alternatives de développement? Et puis, ça pose bien sûr la question de la durabilité de ces activités. Tout ça, joyeusement inscrit dans un système très complexe de conflits, de négociations, d'intérêts, de co-construction avec des acteurs qui n'ont pas le même poids. Alors, premier exemple, ça va être celle de la construction territoriale à travers la construction de barrages hydroélectriques, donc de l'utilisation de l'eau pour la production électrique. Alors, je vais prendre l'exemple de la province de Neuquén, qui est tout au nord de la Patagonie, donc là où ça a été entouré en orange. Vous voyez, il y a une série de 5 barrages qui ne sont pas les plus grands qui existent en Argentine, mais qui rentrent dans... Les plus grands, c'est ceux qui sont dans la province de Misiones, tout au nord,
où il y a Yacyretá qui est en binational avec le Paraguay. Mais je m'arrête sur cette province de Neuquén parce qu'elle est assez intéressante, puisqu'on a une succession en fait, d'usages de l'eau pour différentes activités. Donc, on va construire en fait des grands barrages en utilisant cette rhétorique du progrès, en disant on va réussir à capter cette province périphérique. Elle va servir à l'intérêt national, puisque en Argentine, vous le savez peut-être, la principale concentration de la population, je vais de nouveau être obligée de me déplacer, est centrée là où il y a marqué CABA. Là-haut, CABA pour Comunidad Autónoma de Buenos Aires, qui va concentrer les 2/3 de la population en prenant en compte Rosario, en fait, l'axe du Paraná. C'est là où il y a vraiment un fort besoin en énergie. Et donc, on va utiliser tous les potentiels pour pouvoir aller alimenter cette zone métropolitaine. Donc, on va construire des territoires intégralement autour de l'utilisation de l'énergie et de la ressource en eau pour exporter de l'énergie vers la région métropolitaine. Donc, c'est la première étape, sachant que quand on va construire des grands barrages, on va aussi reconstituer un territoire, puisqu'il va falloir faire venir de la main-d'œuvre qualifiée qui n'existe pas sur ces territoires. On va donc construire, c'est la photo que vous avez en haut à droite, on va construire des quartiers ouvriers, des villes qui vont servir à la construction de ces barrages. On va beaucoup communiquer sur la construction d'une identité territoriale autour de l'approvisionnement en eau, autour de l'approvisionnement en énergie de la capitale et l'usage de l'eau avec vraiment l'idée d'une fierté nationale. Alors, aujourd'hui, ça fait partie en fait de l'identité de la province, ces grands barrages, c'est un petit peu sur ça qu'ils communiquent. Et on en a fait aussi une attractivité touristique, donc on a construit en fait un territoire autour de la construction de ces grands barrages, territoire qui, vous le voyez, alors je vous ai mis une photo en bas à droite, n'a pas vraiment en fait, de caractéristiques d'un produit touristique à la base. Alors ça permet en fait à la province de continuer une trajectoire territoriale fondée sur l'exploitation des matières premières, puisque c'est une des premières provinces qui va développer le pétrole classique, donc l'utilisation des énergies fossiles, avec donc, la mise en place des premiers barrages hydroélectriques, et puis ils vont commencer à essayer de développer différents types d'énergie, alors souvent de manière confidentielle, jusqu'à 2010, qui est la date la plus importante pour le renouveau énergétique, puisqu'on va se mettre à exploiter des hydrocarbures non conventionnels, donc gaz et pétrole de schiste principalement, puisque la province de Neuquén s'est rendue compte qu'elle était assise sur un des plus grands gisements de gaz et de pétrole de schiste, qui est Vaca Muerta, dont vous avez peut-être entendu parler, donc où ces ressources sont situées à 3 km sous la surface de la Terre, qui représente en fait la deuxième plus gros gisement à l'échelle de l'Argentine. Le principal est situé au nord de l'Argentine, mais ça a été bloqué par les voisins, leurs voisins. L'exploitation a été bloquée puisqu'il se trouve en dessous d'un très très grand aquifère qui s'appelle l'aquifère Guarani. C'est le quatrième. L'Argentine, elle se situe à la quatrième rang mondial pour les réserves d'hydrocarbures non conventionnels. Vous allez voir, ça répond aussi à cette division, cette spécialisation territoriale dans la sphère mondialisée, puisque des exploitations qu'on interdit, par exemple en France, sur le gaz de schiste, c'est des choses qui ont été gelées. On a des très grandes entreprises françaises, par contre, qui vont aller exploiter là-bas. Total, c'est un des 5 plus gros opérateurs de gaz et de pétrole de schiste dans la province de Neuquén. Donc une construction territoriale, alors on va y revenir, le gaz de schiste, ça utilise beaucoup d'eau pour son exploitation, d'où cette relation avec l'énergie. Ça m'amène à ma deuxième partie, donc autour des conflits, des tensions, des négociations autour de ces ressources. Avec 2 photos, c'est les 2 études de cas que je vais essayer de vous développer rapidement. Donc le cas des hydrocarbures non conventionnels, la photo que vous avez en haut, c'est la province de Neuquén que je viens de vous présenter, donc avec les lots et les puits de forage. Juste au sud, vous avez la capitale de Neuquén, donc la principale ville, avec le développement de réseaux. Alors la principale différence entre le gaz de schiste
ou le pétrole de schiste, les hydrocarbures non conventionnels et les gisements classiques, c'est qu'un gisement classique, vous forez un puits de pétrole, vous avez entre 20 et 30 ans d'exploitation, donc votre puits va fournir entre 20 et 30 ans du pétrole. Le gaz et le pétrole de schiste, en fait, les techniques d'exploitation sont telles qu'il faut, j'y reviendrai plus tard, hein, mais des techniques de fracturation hydraulique qui vont vous permettre de faire fonctionner votre puits entre 2 et 3 ans. Donc c'est vraiment une logique de front pionnier. Il faut toujours aller creuser plus loin pour pouvoir récolter les hydrocarbures du sous-sol. Puis la deuxième photo qui est l'un des principaux sites d'exploitation du lithium dans le désert d'Atacama au Chili, qui va poser aussi des questions de ressources en eau. Alors, juste avant de revenir sur les études de cas, très rapidement, les conflits en fait, qu'on voit émerger en Amérique latine autour de ces questions d'utilisation de ressources et d'activités extractives, on a vraiment deux grands types de conflits qui apparaissent, les conflits socio-économiques et les conflits environnementaux, qui vont se visualiser de manière différente dans ce que j'appelle des espaces consolidés ou des nouveaux espaces. Les espaces consolidés, en fait, c'est des territoires où il existe déjà au préalable des activités minières, des activités pétrolières, où donc on a une culture de l'extraction sur le long terme. Dans ces espaces consolidés, donc, où on va voir apparaître ces activités extractives actuelles, on va surtout retrouver des conflits socio-économiques, c'est-à-dire que ça va être la reconfiguration du marché du travail, la baisse de l'emploi, la baisse de la demande de main-d'œuvre qualifiée qui vont être les moteurs du conflit avec des blocages de routes principalement, blocages de routes qui sont monnaie courante, notamment en Argentine, et qui ont été inventés par les pétroliers donc pour arriver à leur fin. Et puis, dans ces espaces consolidés, on a des conflits environnementaux, mais qui ne vont pas dénoncer les activités en tant que telles, qui vont surtout dénoncer ce que j'appelle les attributs du modèle productif. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on ne veut pas d'extraction de non conventionnels chez nous. Ce qu'on ne veut pas, c'est l'utilisation du fracking. Donc c'est la technique qui est mise en œuvre pour extraire le pétrole. Pareil, je vous ai mis... alors ça touche plutôt aux activités minières. Les activités minières à ciel ouvert, c'est pareil, c'est pas contre les activités minières, c'est contre la manière d'exploiter l'or, par exemple, où on va utiliser du cyanure, du mercure, donc c'est contre les agents toxiques. Donc c'est plutôt ce qui est assez différent avec les conflits environnementaux qu'on va retrouver principalement dans ces nouveaux espaces où là l'activité actuelle arrive, où il n'y a pas de culture de l'extraction. Où là, on va retrouver plutôt des conflits environnementaux qui sont plus proches de ceux qu'on va voir en Europe. C'est ce qu'Urquidi appelle une hybridation dans les discours de défense du territoire. Donc là, on va voir plus apparaître les associations de défense de l'environnement et on va défendre l'environnement pour l'environnement. Et donc, on va être opposé à tout type d'activité, mais pas simplement au mode d'extraction. Donc là, quelques photos de graffiti. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouvez un petit peu partout en Amérique latine. L'eau vaut plus que l'or, non à la mine. Donc vous avez des déclinaisons de ce slogan. Alors ce qui est assez intéressant, je vous ai mis une photo d'une manifestation qui a lieu au Chili. On s'est rendu compte, surtout Urquidi dans ses travaux, s'est rendu compte qu'on a une inversion dans les mots d'ordre où en fait les manifestations à Paris reprenaient les mots d'ordre « sauvons les paysans du territoire, il faut qu'ils aient de l'eau propre, il faut qu'ils puissent continuer à avoir leurs activités traditionnelles ». Alors qu'à Santiago du Chili, les mots d'ordre, c'était attention, sauvons la planète, le changement climatique, c'était tout autour du changement climatique, du recul des glaciers. Donc on aurait pu penser qu'en fait les manifestations locales défendraient les modes de vie locaux, mais on a vraiment une inversion en fait dans les discours sur ces mouvements qui sont mondialisés. Alors, dans l'extraction du gaz et du pétrole de schiste, quand je dis gaz, c'est généralement, pour raccourcir, c'est les hydrocarbures. Dans la province de Neuquén, il y a vraiment eu un boom à partir de 2013, où on a aujourd'hui un peu plus de 1500 puits en exploitation, donc avec une concentration autour d'une bourgade qui s'appelle Agnello, qui va avoir des conséquences très importantes sur la ressource en eau et sur l'organisation territoriale. Puisque pour pouvoir extraire ce gaz et ce pétrole de schiste, donc vous avez en haut
à droite la roche-mère de laquelle est extraite ce gaz de pétrole de schiste. Donc vous avez du schiste et puis vous avez des roches plus gréseuses. Il va falloir utiliser le système de fracturation hydraulique. Donc avec des explosifs, on va injecter à très forte pression du sable et de l'eau avec des adjuvants pour pouvoir maintenir les fractures ouvertes et puis créer la pression qui va permettre de faire remonter ces hydrocarbures. Donc sur la photo, en fait, le sable qui est utilisé, en haut à gauche, vous avez le stock de sable qui est utilisé pour une fracture hydraulique, sachant que chaque puits, c'est au minimum 5 ou 6 fractures. Donc une quantité de flux de matières premières, du sable qui doit avoir des caractéristiques très particulières, il doit être très résistant pour pouvoir maintenir les fractures ouvertes. C'est du sable... c'est presque de la céramique en fait, sable qui est importé depuis la Chine, donc avec tous les flux de bateaux, de camions ensuite pour apporter ça sur les zones d'exploitation, et puis de l'eau. Donc là vous avez une piscine d'eau qui va permettre d'injecter l'eau dans les puits lors de la fracturation. Pour vous montrer les impacts, 2 photos. Pour la fracturation d'un puits, on utilise entre 5 000 et 30 000 mètres cubes d'eau par puits. Pour vous faire une idée, ça représente à peu près 6 piscines olympiques d'eau. Dans des environnements, vous le voyez sur les photos, qui sont semi-arides. Donc en fait, on a de l'eau en aquifère et puis de l'eau dans les cours d'eau, des cours d'eau qui sont utilisés pour l'agriculture irriguée traditionnelle. Donc, la province de Neuquén a légiféré. On ne peut plus utiliser l'eau souterraine pour faire ce fracking. Donc, l'eau est obligée de venir par camion-citerne. C'est ce que vous voyez sur la photo du bas. Les camions-citernes qui viennent approvisionner le puits lors de l'étape de fracturation. Donc, vous imaginez bien avec ces photos, ça se voit bien, en fait, la quantité de matériel à apporter, d'infrastructures à apporter pour ce type d'exploitation. Et comme vous le voyez, en fait, il n'y a pas d'infrastructures non plus routières qui permettent de supporter ce type d'exploitation. Donc 95% d'eau, 4,5% de sable et 0,5% d'additifs, c'est très très difficile. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à savoir ce qu'il y avait dans ces additifs. Je ne sais pas si eux-mêmes savent très bien ce qu'ils mettent dedans. Le problème, c'est que cette eau, ensuite, elle va en partie être récupérée, mais en partie être perdue. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui va probablement rejoindre la nappe phréatique, donc qui va contaminer la nappe phréatique en profondeur. Alors, il y a des dispositifs de suivi dans les pays développés. En Argentine, le gros problème, c'est que comme les services publics sont assez financièrement exsangues, ils vont déléguer la surveillance à l'entreprise elle-même. Donc, c'est sur déclaration de l'entreprise. 2 minutes. Vite. Donc, il y a des tensions sur l'eau. Juste pour vous montrer, en fait, ça va produire des impacts, dérivés aussi, puisque on va aller chercher de l'eau pour ces activités dans les cours d'eau, qui vont être éclairés en permanence. Ces prélèvements d'eau, ils vont se situer à côté des activités traditionnelles qui sont les pommes, les poires et le vignoble, qui vont attirer les insectes à cause des grands spots lumineux, qui vont générer un certain nombre de problèmes de poussière aussi, parce que vous le voyez, les lots sont installés aussi dans les exploitations agricoles, puisque en Argentine, la superficie est découplée du sous-sol. Donc en fait, quand vous êtes propriétaire terrien, vous n'avez pas moyen de vous opposer à la mise en concession de votre terre, et donc la seule chose sur laquelle vous pouvez actuer, c'est la négociation de la compensation financière qu'on va vous donner pour l'installation de l'eau. Alors très rapidement, l'ingrédient de la transition, le lithium, vous aurez tout le loisir de me questionner pendant les questions, c'est aussi un enjeu stratégique puisque depuis les années 2000, la production de lithium augmente de 6% par an pour la production de batteries de voitures principalement, c'est 50% de la consommation de lithium, batteries aussi de tous les dispositifs informatiques et téléphoniques, qui pose beaucoup de questions en termes d'eau, puisque le lithium va être récupéré dans les saumures, dans les grands déserts salés qui sont à la frontière entre Bolivie, Argentine, Chili, qui sont les principales ressources.
70 à 80% des ressources mondiales se situent dans ce qu'on appelle le triangle du lithium, qui est principalement opéré par des opérateurs étrangers, des multinationales. Donc, s'il y a un message que j'aimerais que vous reteniez tous, c'est quand vous achetez une voiture électrique, posez-vous la question de la provenance de votre batterie. Ça a des impacts extrêmement négatifs sur l'environnement. C'est des environnements semi-arides qui dépendent beaucoup des aquifères et des eaux de surface qu'on utilise sans vraiment de durabilité de tout ça. Le modèle bolivien, c'est la plus grande réserve, en fait, le Salar de Uyuni, qui est aussi un salar très touristique. Pour le moment, il est arrêté puisque le gouvernement bolivien a décidé de l'exploiter lui-même et ça pose un certain nombre d'oppositions en fait, territoriales. Donc pour le moment, il n'y a rien qui a été mis en exploitation puisque c'est des problèmes politiques de savoir qui allait l'exploiter et comment. J'y reviendrai. Donc juste pour finir et conclure en 30 secondes, quelle durabilité du nexus aux énergies dans les activités extractives? Donc, si le gaz de schiste a une durabilité faible, autant tout ce qui est énergie électrique nous est vendu à nous en Europe ou dans les pays développés comme quelque chose qui va soutenir la durabilité forte. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que le changement global, c'est global et que donc il faut avoir une vision globale de tous les systèmes aussi bien économiques, politiques, environnementaux, pour pouvoir faire un choix en toute conscience. Voilà, je suis désolée. Bien, merci Marie-Émilie. Puis du coup, j'ai bien fait de garder ma vieille voiture diesel, si j'ai bien compris, plutôt que d'acheter une voiture électrique avec une pile au lithium. Donc, pour qu'on soit dans les temps, au-delà de cette plaisanterie, je n'ai pas de voiture diesel.